Bon, je vais essayer de faire assez court parce que j'ai tendance à trop parler quand je parle de séries, surtout qu'une série qui a droit à 5 saisons. Parce que oui, tout a commencé en 2016, ça fait déjà 10 ans, on peut le dire maintenant, que 2016 c'était il y a 10 ans. D'ailleurs, je vous souhaite une belle année 2026. Je l'avais déjà fait dans une autre vidéo, mais j'en profite, voilà, tant qu'à faire. Bonne année à tous. Et voilà, c'était il y a 10 ans, 2016. C'est fou comment le temps passe vite. On a droit, on a eu droit à la conclusion, donc au dernier épisode de la saison 5 de Stranger Things, qui est donc vient conclure la série. Et alors apparemment il y a un spin-off qui se prépare. Je vois pas l'intérêt clairement qu'il nous fasse un spin-off. Je sais pas sur quoi ça va être, mais je- en plus cette saison 5 semble avoir déçu pas mal de monde. Donc est-ce que ce spin-off a un intérêt d'exister? On verra bien, mais personnellement là pour le coup, je trouve que là ils ont fait le tour. Il faut passer à autre chose, honnêtement. Alors après, j'ai pas été autant déçu que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux parce que vraiment j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui était même en colère par rapport à cette fin. Moi je vais vous dire, ouais, je suis pas là en train de dire que cette saison est parfaite, il y a beaucoup de défauts, mais je trouve que mine de rien, dans son ensemble, bah, les frères de Fer, ils ont réussi à conclure sans créer d'énormes incohérences. Ils ont été plutôt cohérents avec ce qui avait été présenté dans les précédentes saisons. Voilà, je trouvais que ça restait une conclusion correcte. C'est pas incroyable, c'est pas parfait. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais je trouve que ça tient la route. Après, c'est sûr que moi, si je devais conseiller à un ami de voir Stranger Things, je lui dirais, écoute, regarde que la première saison. Parce que la première saison se suffisait largement. On avait début, milieu, fin, et ça s'est arrêté là. On avait eu droit à une bonne conclusion. Après, oui, il y avait la dernière scène qui laissait supposer que machin, je sais pas quoi, ça pourrait se poursuivre l'histoire. Mais pour moi, je voyais plus cette dernière scène comme bah voilà, ce qu'on a dans les films d'horreur en général, où tu as justement bah toujours tu penses que le cauchemar est terminé et en fait bah non on te dit il y a toujours une dernière scène qui te dit eh bah non c'est jamais fini. Voilà, je le voyais plus comme ça, comme un clin d'œil au film d'horreur, mais la première saison était largement suffisante. Donc si je devais le conseiller à une personne de regarder Stranger Things, je dirais regarde que la première saison. Mais ils ont décidé de poursuivre, de continuer cette série parce que oui, forcément, il y a eu un succès, ça a eu un succès énorme. Donc voilà, ils se sont dit on va continuer. Et c'est vrai que la deuxième saison j'avais bien apprécié, pareil, même si je la trouvais un peu moins bien, surtout l'arc narratif avec bah, justement l'introduction de Kali, tout ça. Bon, il y avait un truc, voilà, moi je trouvais que c'était moyen, mais globalement ça allait encore. La troisième saison était une déception, et ensuite on a eu la quatrième saison qui a remonté la pente, qui a enrichi un peu le lore, l'univers, tout ce qui tourne autour du monde à l'envers. On a eu droit à quelques révélations avec Vecna, etc., etc. Donc c'était plutôt sympa, et on avait un épisode final qui était, c'était la cerise sur le gâteau. On avait droit à un épisode final grandiose, avec beaucoup d'émotions, avec la mort de Eddie, avec la soi-disant mort de Max, pareil, on avait droit à une scène très émouvante, justement, avec bah, le départ de Eddie, Dustin qui pleure, etc. Et de l'autre côté, en parallèle, bah, Max qui était en train de mourir, Lucas qui, voilà, et elle qui est en train de paniquer, elle a pas envie de mourir. Enfin, je trouvais que toute cette scène était extrêmement touchante. Et voilà, non, franchement, la saison 4 était très bien, même si on pouvait lui reprocher que voilà, il y avait certaines longueurs, les épisodes étaient trop longs, mais je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc cette saison 5, bah, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de spectaculaire, entre guillemets, parce que la manière comment se terminait la saison 4, avec ce gros cliffhanger, avec justement un aperçu, avec ce paysage qui laissait penser qu'on allait vivre dans un monde apocalyptique, enfin que nos personnages allaient devoir affronter Vecna dans un monde apocalyptique, ben au final, bah tu commences la saison 5 et au final, bah non, il y a rien de tout ça. Et ça me rappelle un peu ce qu'on avait eu dans Fallen Kingdom, dans Jurassic World, où à la fin, bah tu vois que avec t'as le discours de Ian Malcolm, avec la musique épique de Michael Giacchino qui monte crescendo et ça laisse penser que voilà, on va vivre une nouvelle ère, on va vivre dans le monde du Jurassique. Enfin, on s'attendait vraiment à ce que la suite
justifie le titre de la trilogie, qui est donc Jurassic World. On s'attendait vraiment à vivre dans un monde Jurassique avec les dinosaures et tout qui domine le monde. Il y avait beaucoup de choses à raconter et au final on a eu le monde d'après. Au final, j'ai l'impression que la fin qui a été annoncée, qui était présente dans Jurassic World Fallen Kingdom, au final, elle ne valait rien. Et, ils partent sur un truc des insectes et tout, enfin des sauterelles. Bon, ils sont pas dans un délire. Et c'est un peu le même sentiment dans Stranger Things dans la saison 5. T'as l'impression qu'ils se sont dit, on est peut-être allé un peu trop fort à la fin, on a quand même envie de raconter encore des choses sans pour autant que les personnages soient dans un décor apocalyptique. Donc on repart à zéro, entre guillemets, on repose les bases, voilà, on trouve une excuse ils ont bouché le portail, machin. Pourquoi pas, hein, c'est un parti pris, mais bon, c'est un peu dommage, je trouve. Après, c'est leur histoire. Moi, je suis pas là pour dire vous avez mal fait votre histoire et tout. Tant que vous créez pas de grosses incohérences, moi ça me va. Pareil, ils ont décidé de pas faire mourir des personnages. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce qu'on ait au moins un personnage important qui meurt. Au final, il n'en est rien. Alors oui, c'est du spoil, hein, désolé, hein, je suis peut-être pas prévenu, mais évidemment qu'on va spoiler dans cette vidéo. Donc voilà, bon, de toute façon, c'est trop tard, c'est dit. Donc on a des personnages... aucun personnage qui meurt. Alors il y a des gens qui vont dire, ah bah si, on a Kali. Ah, mais qui en avait quelque chose à faire de ce personnage? Ouais, donc effectivement, il y a Kali qui meurt. Mais sinon, on n'a pas de personnage important qui meurt. Alors si, est-ce que... La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 11 est morte? Ou est-ce qu'elle a survécu? Est-ce que la version de l'histoire de Mike, comme quoi elle aurait rejoint les cascades, etc., elle aurait survécu, parce qu'il y met une théorie comme quoi Kali elle a créé une illusion pour que tout le monde croit que 11 est morte, qu'elle s'est sacrifiée, et en fait non, elle a réussi à s'échapper, machin. Bon, je trouve que cette scène était plutôt sympathique parce que ça laisse le spectateur décider, choisir quel est le sort de 11 est préférable. Qu'est-ce qu'il préfère en fait comme destin. Et donc c'est à vous de choisir. Est-ce que vous préférez la version où justement 11 meurt ou la version où 11 ne meurt pas? Donc à vous de décider. Mais c'est vrai que la scène d'adieu, et là on va parler un peu on va vraiment entrer dans ce qui ne va pas dans cette série. J'ai noté quelques points quand même, pour dire les choses qui pour moi me semblait importante de partager avec vous. Ce sera peut-être un petit peu dans le désordre, mais par rapport au personnage. Et on va rester sur le personnage 11, justement. Alors Millie Bobby Brown, et là pour le coup je ne peux être que d'accord avec ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Elle joue extrêmement mal. Elle est inexpressive et tu la sens pas du tout impliquée. Et même la relation qu'elle a avec Mike, c'était déjà le cas depuis le début. Hein. Autant dans la première saison, ça marchait parce que je l'ai trouvé mignon, il y avait une petite alchimie, mine de rien, entre les deux. Mais par la suite, ça semblait exagéré et on a l'impression que les acteurs, ils ont jamais été à l'aise avec leur rôle, avec leur personnage et surtout les interactions entre ces deux-là, ça fonctionne jamais. Et donc on a droit à une scène d'adieu où justement 11 elle est consciente qu'elle doit se sacrifier et donc elle fait part de ce qu'elle va faire à Mike et elle lui dit adieu. Donc on est censé avoir une scène touchante, émouvante, et au final, on a plus l'impression de voir deux acteurs qui ne sont pas très à l'aise. Même quand ils s'embrassent, c'est un bisou très timide. On dirait on ne ressent pas d'amour entre ces deux personnages. Et c'est un comble parce que normalement c'est censé être les personnages les plus importants, c'est censé être le couple le plus important de la série, et au final on n'y croit jamais à cette relation. C'est un peu la même chose que Jonathan et Nancy, pareil, je trouve que la scène là, notamment où ils sont, la scène de séparation, la demande de séparation, ça aurait pu marcher si éventuellement les deux personnages mourraient. Mais encore une fois, voilà, les héros sont trop immunisés contre la mort, parce qu'à de nombreuses reprises, il y a des situations où les personnages auraient dû mourir. Alors oui, ok, je comprends, c'est dans ce genre de série, dans ce genre de film, en général, les héros sont toujours immunisés, ils ont toujours droit à une chance parce que ils doivent servir à l'histoire et donc ils doivent rester le plus longtemps possible en vie
pour qu'à la fin, éventuellement, lors du climax, il y ait un sacrifice, ou voilà, qu'il y ait un élément émouvant qui permette d'apporter de l'émotion à l'histoire. Mais voilà, parfois, surtout la scène avec Lucas qui repousse le démon chien, c'était trop. Je me suis dit, non mais là, attends, c'est pas possible. Donc voilà, les personnages qui sont trop immunisés, et bon, ok, si on part du principe que, ok, c'est une série grand public, machin, populaire, ok, c'est très courant de voir ce genre de facilité scénaristique, bon, acceptons, soit, admettons. D'ailleurs, pour rester sur les démos chiens, les créatures, machin, tout ce que vous voulez, parlons des Démogorgons. Où sont-ils passés dans le dernier épisode? Parce que quand nos personnages ils vont dans le monde à l'envers, la seule menace qu'il y a, c'est l'armée en fait. Alors que normalement, je sais pas, où sont les Démogorgons? Pareil, les chauves-souris, depuis la saison 4, ils ont totalement disparu. Alors je sais pas si ça a été justifié, si peut-être j'ai manqué l'info qui justifierait leur absence, mais très étrange, le monde à l'envers, on a l'impression que c'est devenu un endroit tranquille. C'est là aussi, c'est un petit peu dommage parce que les 2 premières saisons, je sais plus si c'était le cas dans la 3e saison, mais dans les 2 premières saisons, ils étaient toujours avec leur combinaison quand ils entraient dans le monde à l'envers. Il y avait vraiment une ambiance assez angoissante et on avait vraiment le sentiment que les personnages, ils étaient face à l'inconnu. Là, ils rentrent dans le... Mais c'était déjà le cas depuis la 3e saison. Là, on a les personnages qui entrent sans combinaison, tranquilles. Et même quand ils vont dans les abysses, qui est censé être une autre planète, une autre dimension, bah ils rentrent facile, tranquille, sans masque, sans combinaison. Bon, pourquoi pas. D'ailleurs, si on reste dans le monde, les abysses, on a le flageur mental qui a une apparence... Pareil, une apparence décevante parce que dans les premières saisons, il y avait vraiment ce côté mystique. Tu voyais la créature au loin, à l'horizon, où on voyait sa silhouette à travers les nuages, enfin ce brouillard. Il y avait toute une atmosphère mystérieuse. Tu pouvais vraiment ressentir la menace, le côté terrifiant qui était cette créature, cette entité. Donc ouais, ils se sont contentés à faire du flageur mental un simple kaiju. Donc c'est... Voilà, ça retire un peu le côté mystique, je trouve. Mais bon, après, encore une fois, j'ai envie de dire, peut-être que je chipote. Pareil, je trouve, de manière globale, on a moins d'émotions, je trouve, dans cette saison 5. On a quand même quelques scènes touchantes, notamment la scène avec Dustin et Steve, quand t'as Dustin qui empêche Steve de prendre une décision qui l'aurait fait mourir, tout simplement, quand la scène où il veut traverser l'escalier, machin, avec l'échelle, et il est prêt à prendre des risques, et t'as Dustin qui le retient. Je trouve que cette scène, elle était très très touchante. Voilà, je trouve que les 2 personnages, leur alchimie a toujours très très bien fonctionné, et voilà. Bon, après, il y a des gens qui vont me dire ouais, mais c'est dommage parce qu'ils auraient dû faire mourir tel ou tel personnage, ils prennent pas de risques. Encore une fois, c'est leur histoire, c'est les frères de fer. Moi, j'ai pas de souci à ce que qu'il n'y ait pas de personnage qui meurt. Que tu aies décidé de pas faire mourir tes personnages, c'est ton choix. Dans la première saison, je rappelle, il n'y avait pas de... Ah si, quand même. Parce qu'au moment où on avait vu... au moment où la première saison était sortie, 11 était morte, quand même. Alors après, ils font revenir dans la... Enfin, on avait quand même une scène post-générique, quand même. On avait une petite dernière scène qui nous laissait comprendre que peut-être elle a survécu. T'avais Hooper qui a apporté la nourriture et tout. Donc, mais même malgré le fait qu'il n'y ait pas de mort dans la première saison, bah, on avait des scènes très émouvantes. La scène où tu as Hooper qui essaie de ramener à la vie Will, avec la scène de flashback où tu vois la fille de Hooper qui était atteinte d'un cancer et qui était en train de mourir. Enfin, toute cette scène-là, moi je me rappelle à l'époque quand je l'avais regardée, elle était poignante. Moi j'avais versé des larmes, il faut le dire. C'est pareil pour la saison 4 avec la mort de Eddie, avec Max qui est en train de mourir, qui panique, qui dit je veux pas, moi je suis trop jeune, tout. Enfin vraiment, toute cette scène-là, elle fonctionnait à merveille. Et c'est vrai que dans cette saison 5, t'as pas vraiment de scène comme ça. T'as pas une scène touchante, t'as pas de réelles émotions. Tout s'enchaîne assez rapidement. Et oui, on peut avoir ce sentiment que tout est bâclé. Même si je trouve que voilà, mine de rien,
moi je trouve que les gens sont un peu durs quand ils te comparent ça avec Game of Thrones, où là effectivement tout était bâclé, tout allait trop vite. Là dans cette saison 5, on prend quand même le temps de poser de nouveaux enjeux avec les enfants qui ont disparu, et Vecna qui récupère 12 enfants pour amener à bien son plan, sa mission. On prend le temps aussi de justifier, de remonter le temps et de comprendre ses souvenirs, pourquoi il est devenu comme ça, et surtout d'où est-ce qu'il a acquis ses pouvoirs. Et ça par contre, c'est dommage qu'ils n'ont pas été plus loin. C'est là où je vais un petit peu me contredire parce que je dis ils prennent le temps, mais au final, il y a quand même une question que je me pose, c'est d'où vient cet objet que contient la mallette. Voilà. Parce que avant que Henry Krill obtienne, voilà, donc peut-être que j'ai manqué une info, donc je vous laisse les commentaires pour peut-être me décrire, m'informer, mais avant que Henry Krill découvre ce qu'il y a dans la mallette, et d'ailleurs c'est cet objet qui lui a permis d'avoir ses pouvoirs, avant de cette découverte, on est d'accord que le monde à l'envers n'existait pas. Parce que c'est avec Henry Krill, avec ses pouvoirs, qu'ensuite on a eu le programme des enfants, justement avec le docteur, là, je sais plus comment il s'appelle dans la première saison, que 11 appelle Papa, enfin Papa pour tous les enfants. C'est à partir de ça que les enfants sont nés, avec le sang de Henry Krill qui a été transféré dans justement le corps des mères, etc. Et ensuite elles ont donné naissance à ces enfants qui ont fait partie de ce programme. 11 qui, en repoussant Vecna, a créé le monde à l'envers. Il y a eu le pont, ce trou de verre qui s'est formé, etc. etc. Comment en fait, enfin avant qu'il y ait cette découverte, donc il n'y avait pas le monde à l'envers, il n'y avait pas cette histoire de trou de verre, il y avait les abysses et la Terre. Comment en fait les humains ont obtenu cet objet alors qu'il n'y avait aucun contact entre ces deux mondes. Donc je sais pas si c'est une incohérence ou si peut-être que j'ai manqué une info. Donc peut-être que c'était simplement une météorite qui a atterri, je sais pas, sur Terre, et puis à partir de là les humains sont entrés en contact avec ça, et puis tout s'est déclenché à partir de là. Mais je trouve que c'est un petit peu décevant à ce niveau-là. Parce que tu te dis, si vous voulez tout justifier, justifiez tout. Parce que dans la première saison, c'est vrai que même s'il y avait beaucoup de mystères, de questions qu'on pouvait se poser, on avait droit à une conclusion. Ils ont décidé de poursuivre l'histoire. Ils ont voulu nous révéler plein de choses par rapport au monde à l'envers, par rapport à Vecna, etc. Donc aller jusqu'au bout. Le truc, c'est que au final, tu restes avec une question sans réponse. C'est d'où vient cet objet que contient cette mallette. Donc peut-être que j'ai manqué l'info pour le coup, donc je vous laisse les commentaires me dire. Voilà, je serais ravi d'apprendre de votre part d'où vient cet objet. Bon, après, ce qui est positif, c'est que par rapport à Vecna, ils sont pas tombés dans le piège de faire en sorte qu'il y ait comme une rédemption de ce personnage. J'avais un petit peu peur parce que tu as une scène où on pense que peut-être qu'il va revenir sur le droit chemin, il va aider les enfants. Je me suis dit, non, faites pas ça, faites en sorte qu'il n'y ait pas de rédemption. Voilà, qu'il soit méchant jusqu'au bout. Et au final, bon, c'est bien parce qu'il te balance, j'ai fait mon choix, et il va jusqu'au bout de ses idées. Et d'ailleurs, pas de pitié pour lui, il se fait bien allumer à la fin. Alors beaucoup de gens disent, ouais, c'est trop rapide, machin. Bon, honnêtement, moi, ça m'a pas plus choqué que cela. Qu'est-ce que vous vouliez que... Il y a même des gens qui critiquent, voilà, c'est ridicule, les enfants qui arrivent à vaincre le flageur mental. En même temps, c'est Stranger Things. Voilà, c'est le principe même de la série, des enfants qui combattent des choses qui les dépassent, mais grâce à l'unité, à l'amitié, à l'amour, ils arrivent à vaincre les trucs. C'est le principe même de la série et de ce genre de programme. Si les gens ils reprochent cela, après, regardez pas Stranger Things, honnêtement, hein, c'est pas pour vous. Mais après, je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre que ça soit un peu ridicule, un peu trop gros. Là où dans les premières saisons, la menace était moins puissante, ce qui fait que le fait que les enfants arrivent à vaincre ces menaces, c'était plus crédible. Alors que là, ça devient beaucoup trop gros. Donc ouais, ok, je peux comprendre, je peux comprendre. Donc voilà, il y a plein de choses à dire en vrai pour cette série, mais globalement, voilà, malgré les défauts, j'ai tout de même passé un bon moment. Il n'y a pas de scène, hormis le fait que les personnages soient extrêmement immunisés contre la mort et tout. Il y a des moments où j'ai un peu bondi mon siège, je me suis dit, non mais voilà, c'est un peu trop gros. Mais globalement, j'ai quand même passé un bon moment.
Voilà, j'ai pas été autant frustré que par exemple pour Game of Thrones où là je me suis dit non mais c'est quoi cette fin, ou même Viking ou ce genre de série où tu vois qui dans les derniers épisodes on bâcle tout. Alors oui, je pense que ça méritait plus d'explications par rapport aux souvenirs de Henry Creel. Je pense qu'ils auraient dû insister beaucoup plus sur ses motivations, sur le lien qu'il a avec le flageur mental. Je trouve que c'est un peu dommage pareil d'avoir eu un combat qu'au dernier épisode avec le flageur mental. Mais voilà. Et son apparence, pareil, est décevante. Voilà, il y a pas mal de choses décevantes, mais je m'attendais à pire, et c'est vrai que je trouve les gens un peu trop durs. Et pour juste, je termine avec cette scène qui a fait beaucoup polémique par rapport à Will. Je vais défendre un petit peu cette scène, mine de rien, parce que on peut critiquer les dialogues, on peut critiquer le jeu d'acteur, mais pour moi, cette scène avait totalement sa place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Will, en fait, pour accepter son combat contre Vecna, son rôle qu'il a joué dans ce combat, il devait avant tout affronter, accepter qu'il y a dans un premier temps, mais surtout affronter sa propre peur, parce que Vecna se nourrit de la peur, et pour être au top de sa forme, pour vaincre comme il se doit Vecna, il devait avant tout affronter sa propre peur, qui est donc le rejet de ses amis. Enfin, c'est ça qui était censé, selon moi, représenter cette scène, c'était en fait le fait que, bah voilà, Will, il accepte qu'il est, et surtout, il affronte cette peur, et quand ses amis ne le rejettent pas, bah, peu importe ce qu'ils pensent, voilà, il a réussi à vaincre cette peur, et donc il est prêt pour vaincre Vecna. C'est pas tant le fait que voilà, il soit gay et tout. Vous savez, moi, je suis pas du genre à être pro-woke et tout ça. Les gens qui suivent la chaîne savent très bien que tous ces trucs woke et tout, c'est pas mon délire. Mais quand c'est réussi, voilà, on peut critiquer les dialogues, on peut critiquer le jeu d'acteur, mais je trouvais que cette scène, elle n'était pas hors propos. C'était pas comme dans The Last of Us, là, le 3e épisode, où t'avais, comment il s'appelait ce personnage, Bill, c'est ça, hein, je crois. 3e épisode qui était hors propos, hors sujet, qui n'avait rien à faire dans la série, ça sortait de nulle part. Là, oui, ça n'avait aucun sens. Mais pour le cas de Will, bah, je trouvais que c'était cohérent avec tout ce qui s'était fait avant, avec son personnage, avec son arc narratif et avec son rôle qu'il avait à jouer, cohérent avec justement la lutte contre la peur, contre Vecna, etc., etc. Donc voilà, moi ça m'a pas sorti de la série. Mais bon, après on peut critiquer effectivement les dialogues, le jeu d'acteur, peut-être la scène qui est trop longue. Voilà, il y a des choses à redire, mais je trouvais pas que c'était hors sujet. Donc par contre, Robin et sa copine, là c'est malaisant. Là, il y a un truc qui va pas, c'est toujours gênant. À chaque fois qu'il y avait des scènes avec ces deux personnages, là, à chaque fois, je me disais, non, mais arrêtez, c'est forcé, c'est pas naturel, ça sonne faux, donc arrêtez. Donc, voilà. Si je pouvais faire un bilan global, c'est pas une catastrophe, mais autant se contenter avec la première saison. La première saison était très bien. C'est que du bonus, la suite. Mais c'était pas non plus une catastrophe. On reste attaché par l'univers, par les personnages, même si certains jouent mal, voilà. Mais on est toujours autant attaché par ces personnages. La scène d'adieu, je trouvais qu'elle était réussie, mine de rien, la scène où on voit nos personnages rejouer à Donjons et Dragons. Je trouvais qu'elle était touchante, il y avait beaucoup de nostalgie, beaucoup d'émotions dans cette scène, donc c'était la conclusion de quelque chose. Et voilà. Donc merci, mine de rien, même si voilà, il y a des défauts, merci aux frères de Feur de nous avoir proposé cette série Stranger Things. Et puis voilà, une nouvelle étape commence. Donc voilà, je vous dis encore une fois une belle année 2026. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.